a également un troisième avant-projet de loi portant sur le code électoral, avec également la création de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Vieille revendication également de tous les acteurs politiques. Un avant-projet de loi réparti qui est relatif aux partis politiques. 4 grands avant-projets qui, sous l'égide du président Bassirou Diomaye Faye, qui a dialogue, traduit aujourd'hui en projet de loi justement les accords que la classe politique a eus. Évidemment, le processus a été patient, parce que c'est quand même réformes de profondeur. Et ça, c'est pour garantir une prise en charge correcte des aspirations du peuple sénégalais. On ne peut pas aller à la va-vite. Telles que ces aspirations ont été exprimées par les forces vives de la nation qui se sont réunies, comme j'ai dit, au dialogue sur la justice et au dialogue sur le système politique. Et tout le monde a pu constater que c'était des dialogues francs, ouverts et constructifs. Alors, je voudrais vraiment insister sur la méthode, parce que je l'appellerai la méthode Bassirou Diomaye Faye. C'est d'abord de conscience, on ne peut pas s'entendre sur tout. Voilà, il y avait la société civile, il y avait les chefs religieux, il y avait les syndicats, il y avait l'opposition, etc. Mais il met l'accent sur ce qui a fait l'objet de consensus. Troisième élément de sa méthode, c'est qu'il faut assurer maintenant la traduction en texte juridique de ces accords. Ça, c'est important. Et enfin, dernier élément de la méthode, c'est soumettre les textes au débat citoyen, y compris avec les journalistes, c'est ce que nous sommes en train de faire. Je rappelle que si vous allez, je le dirai plus tard, sur la plateforme du Petit, tous ces textes y sont. Et ensuite, évidemment, suivront le débat parlementaire. C'est ça la méthode Bassirou Diomaye Faye. C'est sa signature. Et il est important de dire que les avancées majeures qu'apportent les différents textes traduisent son attachement profond au respect des engagements qu'il a eu à prendre et qu'il avait promis d'appliquer. Alors, je vais revenir sur le projet, mais par la loi avec la direction. L'essence. Donc, il demeure. Voilà, il est. Tout comme n'importe quel président qui sera désormais élu ne pourra plus gérer directement son parti. Pour toutes les raisons que nous connaissons. Deuxième avancée de cet avant-projet de loi, c'est que l'Assemblée nationale elle-même voit sa fonction de contrôle étendue par la consécration du droit de ces commissions d'enquête, d'information. Ces commissions pourront entendre toute personne dont l'audition sera jugée utile, sous réserve bien sûr des immunités prévues par la Constitution. 3. Une réorganisation des pouvoirs seront mieux distribués au sein de l'exécutif. Et quatrièmement, avancée importante à noter, c'est que la qualité de membre du gouvernement deviendrait incompatible avec les fonctions de chef d'exécutif territorial. Il faut comprendre qu'un maire ou un président de conseil départemental ne pourra plus être membre du gouvernement, un choix devra être fait. Et je pense que c'est une bonne chose, justement, pour la gestion des collectivités territoriales. Qu'ils aient des exécutifs qui soient entièrement consacrés, justement, à l'exécution de leur mission. Ça, c'est également des changements qui seront dans la Constitution. Il y a également, comme je le disais, l'avant-projet de loi organique relatif à la Cour constitutionnelle. On n'aura plus de Conseil constitutionnel, on aura une Cour constitutionnelle. Et la composition va passer de 7 membres, sont 7 membres actuellement, à 9 membres.
On considère que cela va permettre une délibération plus collégiale et une meilleure absorption d'un contentieux dont l'étendue est appelée à croître. Ils vont connaître bien sûr du contentieux électoral, comme voilà, le faisait la Cour, mais ils vont aussi connaître du contentieux qui pourrait exister entre l'exécutif et le Parlement, ce qu'ils n'avaient pas, ce qui est une bonne chose. Donc c'est eux qui vont vraiment, cette Cour va de manière explicite avoir les moyens comme organe régulateur du fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics. Ça, c'est extrêmement important. Il faut noter aussi que le principe du contradictoire est inscrit dans la loi organique elle-même, qui va aligner les procédures sur les standards des grandes juridictions constitutionnelles, comme on les voit dans les démocraties les plus avancées. Je crois que ça également, c'était une vieille revendication de la classe politique. Ensuite, vous avez l'avant-projet de loi portant sur le code électoral. Et ça, c'est important. La première innovation, et ça, je pense que également, durant ces deux dialogues, tout le monde a été d'accord là-dessus, c'est qu'on crée la commission électorale nationale indépendante, la CENI. C'est une autorité administrative indépendante. Le mot indépendante est important. Elle va exercer désormais les compétences qui, antérieurement, étaient exercées par le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire par l'exécutif. Je crois que ça, il faut le noter comme une avancée extraordinaire. Cette CENI va préparer, organiser et administrer les élections nationales, mais également les élections territoriales, tout comme les consultations référendaires. Assez important. Deuxième point. Lors du dialogue sur la justice, tout comme sur le dialogue sur le système politique, je crois que tout le monde était d'accord que la justice ne peut plus être un instrument pour éliminer des adversaires politiques. Je crois que tout le monde était d'accord. Donc, par conséquent, dans la révision, l'élimination de candidats pour des raisons politiciennes seront désormais impossibles. Je crois que ça, c'était une revendication essentielle. Et la nouvelle rédaction des dispositions correspondant aux anciens très controversés articles L29 et L30 garantiront désormais la participation des candidats non condamnés pour crimes ou pour certains délits clairement identifiés. Ça, je pense que c'est le premier accord que tout le monde a eu, que la justice ne se mêle plus voilà, de la compétition politique et que cela, ces torts soient redressés, y compris dans le code électoral. Donc ça date de voilà, déjà 2 ans que tout le monde était d'accord là-dessus. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Troisième élément, c'est enfin le bulletin unique. Beaucoup de pays dans la sous-région, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, depuis des années utilisent le bulletin unique. Ça va simplifier le vote. Que si tout le monde sait voter en Afrique avec le bulletin unique, vraiment les Sénégalais aussi devraient pouvoir le faire. Et cela va également rationaliser la dépense électorale. Ça, c'est aussi une ancienne revendication de la classe politique et ça fait l'objet d'un consensus lors de la discussion sur le système électoral. Quatrième point important qui va figurer dans la réforme du code électoral, c'est la révision permanente des listes électorales. Vous savez que si vous ratez cette année, la période de révision, soit parce que vous êtes absent, etc., c'est terminé, vous n'avez plus votre droit de vote en réalité. Donc maintenant, ça se fera de manière permanente. Vous avez 18 ans, vous voulez vous inscrire ou vous décidez que vous voulez aller voter, voilà, pas à Pikine, mais à Kaolack. Voilà, vous pourrez le faire sans attendre une ouverture particulière. L'autre point également qui est important, c'est que le projet de loi va installer l'effectivité du droit de vote aux personnes en détention non déchues de leurs droits civiques. C'est important, parce que si la loi ne vous déchoit pas,
vous devez pouvoir aller voter. Et ça, c'est également une avancée importante. 6e point de révision, c'est l'institutionnalisation du débat programmatique entre les deux candidats au second tour de l'élection présidentielle. Ça va être inscrit dans la loi. Que les Sénégalais sachent pour qui ils votent. Que les deux candidats viennent devant les Sénégalais, proposent leur programme et que les Sénégalais puissent faire des choix informés. Cela est extrêmement important. 7e point de révision dans l'avant-projet de loi du Code électoral, c'est l'exigence du dépôt de la caution avant le retrait de la fiche de parrainage. Je rappelle bien. C'est-à-dire, l'objectif, c'est vraiment de mettre fin aux candidatures fantaisistes. Parce qu'au fond, n'importe qui pouvait dire « je vais être candidat de la République », il suffit qu'il ait une carte d'identité et il va retirer la fiche de parrainage. Ça rendait le processus très peu sérieux, finalement. Et à la longue, on allait se retrouver avec 1000 candidats à une élection présidentielle. Maintenant, il faudra déposer la caution. Tout le monde connaît le montant de la caution. Et ensuite retirer sa fiche de parrainage. Donc il faudra être un sérieux candidat, voilà, pour le faire. Et je crois que ça va rendre plus crédible vraiment le processus de présentation, disons, aux élections. L'avant-projet de loi relatif aux partis politiques. Là également, des avancées majeures. L'innovation centrale ici réside dans le financement public, dont d'ailleurs le principe a déjà été posé par la loi constitutionnelle du 5 avril 2016. Donc au fond, ce n'est pas nouveau. On est en train maintenant de mettre en application ce qu'on aurait dû faire depuis 2016. Voilà un principe qui a été voté par l'Assemblée nationale. Mais il y a également une directive de l'UEMOA du 27 mars 2009 qui également prescrit, voilà, l'allocation de fonds publics pour justement le financement des partis, mais évidemment avec un encadrement. Et je vais y arriver. Si vous recevez de l'argent public, évidemment, le parti se soumettra au contrôle des comptes qui est confié à la Cour des comptes. Il ne s'agit pas de, voilà, tout le monde se présente et dire, voilà, j'ai un parti politique, il y en a presque 400 maintenant, et recevoir un financement. De toute façon, ceux qui seront habilités à recevoir le financement se soumettront au contrôle de la Cour des comptes. Les sources de financement privées seront strictement énumérées. On va dire d'où l'argent vient. Parce qu'on ne veut pas non plus que ce soit un système aussi de blanchiment qui ne disent pas.